thème de ces journées, bien sûr, est en relation avec nos préoccupations. C'est un programme de recherche qui a été lancé il y a maintenant 5 ans, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche et qui partait de l'idée qu'il était nécessaire d'étudier, au-delà des questions connues qui sont les enfants soldats, les enfants de la rue, le problème de l'enfant en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. Alors, plus précisément, l'Afrique de l'Est, c'est essentiellement la côte de l'océan Indien, c'est-à-dire des pays comme le Kenya et la Tanzanie. Les Grands Lacs, c'est l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et une partie de la RDC, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelle les Kivu. Cette étude est arrivée maintenant à son terme, et donc on est dans une phase assez classique d'édition. Et donc on a 2 ouvrages qui sont sortis, un à Nairobi, qui a été diffusé à Nairobi, dans laquelle ma collègue Émilie Matignon a publié ses travaux, et un ouvrage qui vient de sortir chez Cartala dans la collection Questions d'enfance, dont l'intitulé est Enfants et jeunes orléliens en Afrique de l'Est. Pour aborder cette question, le déroulé de l'exposé ou de la conférence partira d'une constatation qui sont les images et représentations que l'on a des enfants en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. Représentations et images qui ne sont pas fausses, mais qui sont incomplètes. C'était d'ailleurs un des objectifs de ce programme que de réfléchir sur les formes de vulnérabilité de l'enfant en dehors des questions ou des cas bien connus. Et dans un deuxième temps, on abordera la question de la prise en charge des enfants vulnérables au travers du droit, d'où la contribution d'Émilie Matignon, qui est une juriste, et au travers des familles et des ménages, qui est beaucoup plus mon pôle d'intérêt, mon centre d'intérêt, puisque je suis historien démographe. Si on s'arrête sur les images, et là je vais faire défiler toute une série d'images qui renvoient aux enfants vulnérables en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. L'Afrique de l'Est, ce sont des pays qu'on appelle maintenant des sociétés, des économies émergentes, où il y a donc une croissance, mais avec de fortes inégalités. La région des Grands Lacs, ce sont des pays qui sortent de conflits que vous connaissez, puisque malheureusement, le Burundi, le Rwanda ou la RDC ont souvent marqué l'actualité et continuent de marquer l'actualité. Donc si on s'arrête sur cette image, on a une première image qui est assez fréquente quand on parle des enfants en Afrique, qui est les enfants de la rue ou les enfants dans la rue. Phénomène qu'on peut mesurer en termes démographiques, qu'on peut mesurer au niveau sociologique, avec un élément qui apparaît important, c'est que aujourd'hui, les enfants de la rue ou dans la rue ne sont pas les enfants d'une crise, d'une catastrophe démographique à l'image d'une famine ou d'une épidémie, ce qui a été le cas un petit peu dans les années 80, mais c'est un phénomène social qui marque les sociétés urbaines de l'Afrique de l'Est. Donc on est dans une situation qui dure lorsqu'on recense, si on peut faire un recensement du phénomène, ces enfants de la rue, par exemple à Nairobi, ils étaient 100 000 il y a 20 ans, ils sont toujours autour de 110 000 aujourd'hui, et ils ne sont pas issus de famine ou de catastrophe naturelle, mais tout simplement, ils sont le reflet d'un développement très inégal et d'une pauvreté qui côtoie la misère. Autre image de ces enfants vulnérables en Afrique de l'Est,
les enfants du génocide rwandais et au Burundi aussi, des massacres de masse, et les enfants du sida, en fait, les orphelins du sida. Donc là, on a un phénomène qui est là aussi bien mesuré, dans la mesure où la plupart des pays ont engagé, au lendemain de ces grandes crises, des politiques publiques visant à répondre dans l'urgence à ces besoins. Donc là, c'est un phénomène qui est historiquement bien daté et qui a une résonance jusqu'à l'heure actuelle, puisque ces orphelins, en dehors de la dimension psychologique du drame collectif, sont une partie de cette jeunesse, même si, effectivement, l'ensemble paraît noyé dans les populations urbaines. Phénomène encore plus spectaculaire, les enfants soldats. Là, on change d'échelle. Ce n'est pas l'échelle démographique des enfants de la rue ou des enfants des génocides ou du sida. C'est une réalité démographique plus limitée, qui d'ailleurs se situe essentiellement dans la région des Grands Lacs, associée bien sûr à l'intensité, à la pérennité de ces conflits qui marquent la frontière entre le Congo, le Burundi, le Rwanda. C'est un phénomène qui apparaît résiduel, qui disparaît, même si, en Afrique centrale, il est toujours important. Nous ne sommes pas très loin de la République centrafricaine, nous ne sommes pas très loin du Sud-Soudan, nous ne sommes pas très loin de la Somalie, où effectivement la mobilisation des enfants soldats est une réalité tangible. Bon, donc là, il y a là aussi un phénomène qui existe, qui a été fortement médiatisé, même peut-être trop surmédiatisé, qui, à partir de là, on pourrait dire, a effacé les autres vulnérabilités, mais qui persiste, qui reste dans cette région de l'Afrique et plus précisément dans la région des Grands Lacs. D'autres situations vulnérables ont été inventoriées. Ce sont les enfants réfugiés, ce sont les enfants IDP. IDP, c'est les réfugiés internes. Donc, quand on parle de réfugiés, il y a les réfugiés internationaux dans les camps de réfugiés qui sont gérés par le HCR, et il y a les réfugiés ou les déplacés internes, qui ne sont pas d'ailleurs des réfugiés en termes juridiques, qui sont des déplacés. Et donc, effectivement, dans ces camps, que ce soit des camps de réfugiés ou des camps de déplacés, il y a une forte présence d'enfants, souvent qui sont dans des situations familiales très déséquilibrées, et qui, là aussi, font l'objet, depuis les années 2000, d'un traitement politique assez suivi, même s'il est insatisfaisant pour beaucoup. Donc nous avons là une réalité qui, souvent, fait référence à des crises, des conflits, et qui peut apparaître comme un phénomène résiduel. C'est-à-dire que dans la mesure où la crise politique et le conflit petit à petit trouvent un règlement politique, on peut supposer que ces forts contingents de vulnérabilité infantile, ces forts contingents vont se réduire. Ce n'est pas nécessairement le cas, on l'a vu avec les enfants de la rue, qui reste un phénomène constant, permanent. Autre image classique de l'enfant vulnérable africain, et c'est en réalité, là, il faut faire il faut se déplacer. C'est plus l'enfant, c'est l'adolescent et le jeune. Et dans ce cas précis, on est en relation avec l'image de l'enfant soldat, c'est la mobilisation des jeunes dans les conflits politiques électoraux qui ont débuté avec la démocratisation en Afrique dans les années 1990. 1990 en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs, n'échappe pas à cette tendance. On est dans une démocratisation des sociétés qui introduit des conflits politiques nouveaux, essentiellement autour des élections. Et durant ces élections, les enfants, alors les adolescents, le terme commence à apparaître, et les jeunes sont utilisés dans le cadre des joutes politiques et électorales,
tout simplement au travers des milices. Donc on a là une image qui est aussi juste, qui elle, fait particulièrement peur, puisqu'on n'a plus des enfants qui sont vulnérables et qui sont dans des situations précaires, mais on a des enfants devenus jeunes ou adolescents qui, à l'image un petit peu des enfants soldats, font peur. Et il faut bien prendre en considération ces deux images qui sont deux réalités. L'enfant vulnérable et l'enfant qui manifeste la violence, non plus contre lui-même, mais contre les autres. Et ce contexte ambigu, ambivalent, doit être signalé. Notre étude, bien sûr, a été confrontée à ces situations de vulnérabilité, si ce n'est que peut-être que les images que l'on a ont masqué une autre réalité. Il y a une autre vulnérabilité qui, elle, n'est pas traitée politiquement par les grands organismes internationaux, qui n'est pas abordée par les médias, ou peu abordée par les médias. Donc il y a une autre vulnérabilité qui porte beaucoup plus sur la domesticité, le travail des enfants, la traite, des formes que les sociétés africaines récusent ou admettent. Et des situations qui sont tout compte fait tout aussi importantes que les cas précédents. Le travail des enfants, la domesticité, c'est-à-dire l'usage de l'enfant comme domestique, comme presque esclave de travail, les formes de traite sont des phénomènes peu étudiés, qui commencent à être étudiés, mais qui effectivement doit être prise en considération parce que c'est une autre vulnérabilité. Donc, on a découvert que le problème était beaucoup plus important que ce qu'il apparaissait au départ. Nos hypothèses de départ étaient que l'on avait affaire à une vulnérabilité résiduelle qui allait disparaître, alors qu'en fin de compte, on a découvert qu'elle était tout aussi importante, mais qu'elle touchait des formes différentes, et qu'en réalité, ce qu'on appelle les enfants orléliens, c'est-à-dire qui n'ont plus de lien avec leurs parents, leur famille, voire la communauté, le voisinage, ces enfants orléliens étaient autant des enfants issus des grands conflits que d'une réalité économique, culturelle et sociale qui apparaissait presque comme moderne. Ça, c'est l'image. Mais il y a aussi cette autre image, tout aussi étonnante. C'est que dans ces mêmes pays, l'enfant est roi, ou l'enfant est en train de devenir un enfant roi. C'est-à-dire que et c'est ce paradoxe, dans ces pays où la vulnérabilité des enfants atteint des cas extrêmes, on a aussi, dans l'opinion publique et dans les pratiques collectives, un intérêt, une prise de conscience pour l'enfant. Et nous le verrons bien sûr au travers du droit. Donc là, c'est quelques images qui nous renvoient plutôt en versant optimiste ou positif. Alors, par exemple, c'est une photo des petites... Il y a au Kenya un intérêt, alors vous allez dire, qui vient des classes moyennes, qui vient de la bourgeoisie, mais qui vient aussi de certaines classes populaires, un intérêt pour les écoles pré-primaires, c'est-à-dire effectivement ce qu'on appelle les maternelles en France. Avec l'idée que plus on va scolariser tôt, plus l'enfant sera protégé. Donc on a des bambins qui vont à l'école très tôt le matin et qui sont honorés. Alors là, c'est une distribution de diplômes, avec des guirlandes de Noël qui sont pour eux des décorations. Et on voit donc qu'il y a dans ces sociétés où l'enfant est pénalisé, des enfants qui au contraire sont particulièrement valorisés, et la scolarisation progresse de façon décisive dans ces pays. Depuis
Le phénomène est constant depuis 20 ans. Et donc, on a effectivement des phénomènes de scolarisation. Donc, on a aussi une prise de conscience de l'intérêt pour l'enfant, au travers essentiellement de la scolarisation, mais au travers aussi de son monde de vie, de la prise de conscience de sa singularité. Alors là, c'est une publicité, donc on n'est pas dans l'Afrique de l'Est, je m'excuse, parce que j'ai fait un choix en fonction, mais on retrouve la même chose à Nairobi ou au Kampala, avec des grandes publicités qui vantent des produits de consommation courante à destination des enfants, ou disons dans la relation avec l'enfant. L'enfant devient un élément de valorisation du ménage, du couple, de la vie moderne. Autre exemple très frappant, puisque tout le monde sait que l'eau est un élément déterminant dans la bonne santé, et en Afrique particulièrement, il y a cet intérêt porté à non plus l'éducation de l'enfant, mais à sa santé, et donc ça passe essentiellement par l'eau, et donc vous avez en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, y compris dans les régions rurales reculées, un intérêt pour s'alimenter en eau potable, et donc il y a ce succès des industries ou de la commercialisation de l'eau potable ou de l'eau de source ou de l'eau minérale. Et donc on voit très bien que au moment où la vulnérabilité s'accroît, il y a une prise de conscience, et surtout de la part d'une partie de la société, une série de pratiques qui effectivement participent dans la valorisation de l'enfant, que ce soit le nouveau-né ou l'écolier ou même l'adolescent. Là, c'est encore plus décisif. C'est une publicité, alors là aussi qui est faite, bon, on retrouve la même chose en Afrique de l'Est, mais là j'ai pris une publicité francophone, où on voit une publicité pour l'acquisition de téléphones portables, puisque dans ces pays africains, maintenant, on paye avec le portable, c'est la monétique. Donc ils sont beaucoup plus avancés que nous ici. Et là, un compte pour chacun, ça veut dire qu'il y a un portable pour chaque membre de la famille. Et regardez cette famille, il y a donc le couple, l'homme et la femme, le vieillard qui fait référence à la vieille solidarité familiale africaine, et il y a le jeune, l'adolescent. D'ailleurs, il n'y en a qu'un, comme si c'était un enfant unique. Et donc on est dans une situation où la vulnérabilité va côtoyer la prise en charge et l'intérêt pour l'enfant. Et ceci est fortement valorisé par les campagnes de publicité, parce qu'on est dans des sociétés émergentes où commencent à apparaître des classes moyennes qui consomment, et le modèle qui est en train de se diffuser, c'est celui-ci. C'est le modèle heureux du ménage nucléaire avec 2 ou 3 enfants, c'est-à-dire en fait avec la taille voulue par les populations et la taille recommandée par les politiques de planning. Donc on est dans une situation assez complexe qu'il convient d'analyser, à la fois d'une accumulation de vulnérabilités qui peuvent se mesurer démographiquement, socialement, culturellement, avec des formes de violence extrêmes sur les enfants et aussi de la part des enfants ou des jeunes, et à côté, une valorisation de l'enfant qui participe, on pourrait dire, à une sorte d'occidentalisation de l'Afrique, puisqu'on retrouve, si vous voulez, des valeurs que l'Europe a expérimentées, a partagées au XXe siècle. Donc c'est cette double réalité qu'il convient de prendre en considération, parce que elle a une charge à la fois exclusive et inclusive, c'est-à-dire que le bonheur de certains enfants fait le malheur d'autres, pour résumer à l'excès. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans un ménage ceci, un ménage heureux, avec des enfants en bonne santé, mais derrière,
derrière ce décor, il y a la réalité des enfants qui sont socialement dominés, qui sont socialement exploités. Donc vous avez une réalité complexe qui a été un des objets de cette recherche. Et dans cette réalité complexe, effectivement, le droit est un bon indicateur de l'évolution et des changements, et aussi des blocages de cette société vis-à-vis des enfants. Et je passe la parole à ma collègue. Celui-là marche mieux peut-être. Ah oui. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de la prise en charge juridique de ces enfants vulnérables. Et donc, pour rappeler un petit peu ces pays de la région des Grands Lacs et de l'Afrique de l'Est, ces pays sont en situation de post-conflit, ou du moins ont connu des conflits, que ce soit le Burundi, le Rwanda, la RDC, le Kenya ou l'Ouganda. Donc c'est quand même une situation particulière qui nous mène à traiter, à aborder une prise en charge juridique à la fois d'une vulnérabilité quotidienne et, on va dire, de droit commun, et une vulnérabilité plus exceptionnelle due au conflit, et notamment le phénomène des enfants soldats. Donc, concernant cette prise en charge juridique, eh bien, la protection, elle est d'abord internationale. D'abord internationale avec, on va dire, la Convention internationale des droits de l'homme du 20 novembre 1989, donc on en fête l'anniversaire aujourd'hui. Également la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1999. Et aussi un protocole relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés. Donc il y a un ajout, si vous voulez, un complément de la Convention internationale des droits de l'homme. Donc une protection que tous ces pays dont on parle ont adoptée et ont intégrée dans leur législation interne. On peut donc dire qu'ils sont outillés pour assurer, du moins juridiquement, pour assurer la protection de ces enfants. Et quand on parle des enfants, effectivement, il y a d'abord une définition juridique à préciser. L'enfant, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Donc, ça, c'est un petit bémol, puisqu'effectivement, on n'a pas une définition qui exclut la possibilité pour les législations des pays, de chaque pays, d'abaisser l'âge de la majorité. Donc, une protection qui est moindre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant en droit et en droit international correspond au mineur en opposition avec le majeur. Sur cette protection donc, juridique pour les cas de la violence, j'ai envie de dire, quotidienne, des vulnérabilités quotidiennes ou non exceptionnelles, pour les opposer à celles qui sont dues au conflit, eh bien, dans le cas de la région des Grands Lacs et de l'Afrique de l'Est, on voit véritablement, on assiste à cette prise de conscience juridique de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa spécificité. Et il y a véritablement de nombreux efforts de réforme des législations, que ce soit au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, au Kenya ou en RDC, pour mettre en place une justice qui va être spécifique, qui va ne plus être répressive ou rétributive comme pour celle des adultes, mais qui va être plus réhabilitative, éducative, où on voit apparaître des peines telles que le travail d'intérêt général, par exemple, le recours à la communauté, aux liens familiaux et communautaires pour l'application d'une sanction aussi, ou l'accompagnement, etc. Donc des réformes qui sont véritablement d'ampleur. Autre phénomène par rapport à ces réformes législatives, on constate le concours des ONG, de diverses ONG spécialisées dans le droit de l'enfant et qui vont aider à l'application de cette législation spécifique, notamment à travers l'aide légale, l'assistance juridique à ce qu'on appelle les mineurs en conflit avec la loi, c'est-à-dire ceux qui ont commis une infraction, et assistance juridique auprès des victimes, effectivement des victimes mineures. Donc on a ce concours. Alors derrière, finalement, cet aspect de prise de conscience de la spécificité de l'enfant, de prise de conscience de sa vulnérabilité, il y a quand même un bémol à ajouter, effectivement, car il y a une différence entre les textes
et leur application, leur exécution. Donc on remarque certains blocages, effectivement, des prises en charge qui sont défaillantes, notamment dans la région, je parle en particulier du Burundi que je connais mieux, une surpopulation carcérale qui ne va pas permettre la mise en place de quartiers pour mineurs, par exemple. Donc même si cette obligation est inscrite dans la loi du pays, en pratique, elle n'est pas mise en place pour des raisons techniques notamment. Alors on peut dire qu'il y a quand même une prise de conscience, une volonté, mais techniquement ce n'est pas possible. Autre idée également, c'est finalement, face aux défaillances de l'État, la substitution au rôle de l'État de l'action des ONG. Donc des ONG comme Terre des Hommes par exemple, au Burundi encore une fois, qui va assurer une protection globale, psychologique, sociale, juridique à un mineur qui est en conflit avec la loi, par exemple, ou à un mineur victime de violences sexuelles, c'est-à-dire une assistance, représentation légale, conseil, etc., aide psychologique, etc., réinsertion, évidemment, mais qui va assurer cette assistance complète seulement dans certaines régions et pour un temps limité, puisque son action va dépendre des bailleurs de fonds, évidemment, et de son implantation dans telle ou telle région. Donc là, on remarque quand même une certaine inégalité entre les enfants vulnérables du point de vue juridique par rapport à l'engagement de telle ou telle ONG. Donc ce phénomène est remarqué et remarquable dans tous les pays. Concernant les violences sexuelles, là encore, il y a une difficulté également on va dire, d'application de règles internationales pour les violences sexuelles, c'est-à-dire toujours pareil, une prise en compte spécifique de l'enfant, par exemple des procès qui devraient se dérouler à huis clos, etc., ce qui n'est pas fait en général pour des raisons aussi techniques, matérielles, etc. Il y a également un problème de preuve, grand problème de preuve au niveau des violences sexuelles. Vous avez par exemple la loi burundaise qui prévoit le fait de faire un examen pour un mineur qui se dit victime de violences sexuelles 72 heures après les faits. Alors pour faire un examen 72 heures après les faits, donc un examen médical, il faut d'abord aller dans un hôpital qui soit équipé d'un kit spécifique, etc. Donc en pratique, ça devient très difficile et on se retrouve confronté à un procès avec les dires de la victime, les dires de l'auteur. Donc, ce qui complique également les choses. On a beaucoup parlé aussi d'un obstacle culturel en disant les violences sexuelles en Afrique et dans la région, oui, mais c'est tabou. Oui, c'est tabou partout, c'est pas tabou seulement en Afrique. Ce qui est spécifique par contre, c'est aussi le règlement entre guillemets traditionnel, coutumier du viol, des violences sexuelles, qui va se faire à l'amiable, qui va aussi aboutir à un mariage entre la victime et l'auteur, etc. C'est particulier, mais on constate là encore le relais de la justice sur ces pratiques coutumières, alors qu'il ne se fait pas de façon très facile, très évidente, effectivement, mais il y a quand même une évolution qui est assez remarquable de ce point de vue-là. Donc voilà pour cette assistance juridique, cette prise en compte des mineurs à la fois victimes et auteurs. Il y a également un point intéressant sur la réinsertion du mineur délinquant. La réinsertion du mineur délinquant va se faire également avec l'aide d'ONG, avec le soutien de dons qui seront faits également, et va diriger les mineurs, on va le voir aussi pour les enfants soldats, vers des carrières, on va dire, un petit peu genrées, pour employer ce mot, bien spécifique selon qu'on a affaire à un mineur, une fille ou un garçon. C'est-à-dire mécanicien pour les garçons et tailleur ou couturière pour les filles. Donc c'est intéressant aussi à soulever comme démarche assez homogène, uniforme de la part des ONG qui ne vont pas proposer autre chose, mais ce chemin-là de sortie de crise ou sortie de délinquance. Donc voilà à peu près pour ce que je voulais vous dire sur ces mineurs en conflit avec la loi et sur les mineurs victimes et sur l'arsenal juridique qui est mis en place dans la région.
Également, une autre vulnérabilité à traiter qui, elle, est beaucoup plus connue, beaucoup plus visible, a été beaucoup plus médiatisée en matière de conflits et de conflits armés, en période de conflits armés, c'est l'enfant soldat. Effectivement, la figure de l'enfant soldat et l'image qui a été projetée est très parlante. Vous avez, vous en rappelez, un enfant qui est jeune, habillé en habit militaire, avec une énorme arme dans les bras et des munitions assez conséquentes pour le moins. Donc ça, c'est une image qui est effectivement développée, diffusée et qui a été déconstruite également par certains auteurs. Il faut savoir que la plupart des enfants soldats, il y a vraiment des enfants soldats qui sont très jeunes, mais ils sont plutôt adolescents. Il y en a aussi des adolescents, et que les armes utilisées sont souvent des armes légères. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont fabriquées. Lorsque le phénomène était d'envergure, on fabriquait à dessein des armes légères pour qu'elles puissent être utilisées par des enfants, donc moins forts que des adultes, effectivement, et pas des grosses armes comme celles que vous avez vues. Mais dans tous les cas, l'enfant soldat reste un problème, on va dire, on pose des problèmes au droit. Effectivement, il pose des problèmes au droit puisqu'il est la figure d'une victime et d'un bourreau ou d'un auteur à la fois. Donc il porte ces deux casquettes, entre guillemets, victime et bourreau. Le droit international a très rapidement choisi de consacrer une large protection à ces enfants soldats et de ne les considérer que comme des victimes et pas comme des auteurs. Donc effectivement, lorsqu'on parle d'enfant soldat, c'est vraiment, on prend en considération l'âge qu'il a au moment des faits, au moment des conflits, etc. Et il n'est pas reconnu responsable juridiquement par le droit international. Donc ce choix qui se comprend et qui est justifié par un désir de protection, il pose quand même des problèmes au niveau de la réinsertion des enfants soldats notamment, du retour en société et en communauté, et des problèmes aussi psychologiques pour l'enfant, puisqu'on nie sa responsabilité dans les actes. Donc il est difficile pour les enfants de se représenter simplement victime. Il y a aussi quelque chose à déconstruire sur l'image de l'enfant soldat qui est celle d'un enfant qui a été forcé à participer au conflit. C'est vrai, beaucoup d'enfants ont été forcés, ont été enlevés et obligés à participer au conflit. Mais beaucoup d'enfants ont aussi choisi de participer au conflit et de devenir enfants soldats pour sortir de la pauvreté, pour acquérir une sorte de statut, un pouvoir, pour sortir finalement de la misère, avoir un rôle également qui est dans ce contexte-là, est valorisé. Donc plein de choses également à déconstruire. Mais la prise en charge juridique en période de transition, après le conflit, pour l'enfant soldat, c'est principalement ce qu'on appelle les programmes de démobilisation, désarmement, démobilisation et réintégration. Donc c'est dans ce cadre-là que ces enfants sont pris en charge et sont réinsérés dans la société. Il faut savoir que ces programmes sont souvent très courts en ce sens qu'ils durent 18 mois. 18 mois, c'est court pour, entre guillemets, réparer un enfant qui a commis et vécu effectivement des atrocités, puisque je n'élude pas le problème des enfants violés, torturés en tant qu'enfants soldats, des enfants nés aussi durant cette période, donc les filles enfants soldats qui vont être mères, parce qu'elles ont été violées ou parce qu'elles n'ont pas été violées, elles ont consenti à un rapport. Mais les enfants issus du conflit, de toute façon, seront aussi stigmatisés, sans parler des problématiques du sida. Alors, je crois que le temps est écoulé, quasiment. Je voudrais simplement finir également sur la présence aussi, ou la présence des enfants soldats dans d'autres mécanismes que les DDR, et qui sont les commissions vérité-réconciliation qui peuvent être mises en place après un conflit, qui sont une forme de justice plutôt, on va dire, restaurative, réconciliatrice, et où là aussi, au niveau international, il y a une prise de conscience
et au niveau national, de l'importance de la parole de cet enfant, l'importance à la recueillir de façon spécifique et l'importance de la transmission des mémoires aussi. Alors l'enfant qui a pu subir des violences pendant le conflit, mais aussi l'enfant qui n'en a pas subi, mais qui se retrouve héritier des violences du passé parce que les parents ont vécu ces violences. Donc c'est intéressant de voir cette prise en compte. En fait, je n'avais pas fini, mais je finis maintenant. Les perspectives quand même par rapport à la résolution de ce phénomène des enfants soldats, on remarque que tant que le conflit perdure, c'est un problème qui perdure aussi. Vous allez réinsérer 1000 enfants soldats et 1000 autres vont partir au combat. Donc c'est infini. Donc c'est véritablement la sortie du conflit et la résolution du conflit qui aboutissent à une situation plus pacifiée. La question du rôle du droit sur ce phénomène et sur la diminution de la vulnérabilité des enfants ou la justice offerte à ces enfants, elle résonne avec une décision récente de la CPI qui avait jugé Germain Katanga, qui était un chef de guerre congolais, donc coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et qui finalement, pour bonne conduite, sera relâché en janvier 2016. Donc il avait été condamné en 2014, il avait purgé une peine, il a été transféré à la CPI en 2007. Mais cet homme a été impliqué dans l'enrôlement des enfants soldats et il retournera donc en janvier dans son pays, au Congo à l'Est, en Ituri, pour, selon lui, devenir agriculteur. Ça pose une question quand même du rôle du droit international et des conséquences de ce retour sur les victimes et sur les gens qui ont témoigné à son procès également. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Alors, les ONG dénoncent ce retour-là, mais on voit la limite de la justice face à un phénomène d'ampleur et des décisions qui, avec des règles de procédure qui sont incontestables, c'est à discuter, mais du moins des règles de procédure, aboutissent à une mise en liberté, on va dire, anticipée. Voilà, je vous remercie. On nous a dit qu'on pouvait discuter pendant un certain temps. Pour conclure, et la question du droit est assez intéressante puisque c'est révélateur des changements, mais aussi des limites, des obstacles à cette prise en charge des enfants et à ce traitement, on pourrait dire, de la vulnérabilité. Tout dépend en fin de compte des possibilités des États. Et donc, quand on parle de l'Afrique de l'Est et l'Afrique des Grands Lacs, il faut savoir qu'il y a d'énormes différences entre des États qui sont des États faillis, où effectivement c'est beaucoup plus la communauté internationale et les fameuses ONG qui jouent un rôle moteur, et les États, je pense aux États au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, qui ont maintenant la possibilité de mener des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a tout de même là aussi un élément qui est important, c'est que les gouvernements ont pris conscience, les élites ont pris conscience du problème, pas uniquement du problème résiduel des enfants soldats, mais du problème général de l'enfant vulnérable, de l'enfant hors les liens. Et il y a des politiques qui sont en train d'être mises en place. Il y en a une qui est particulièrement intéressante et qui est bien sûr suivie parce qu'elle est une expérience qui pourra être répliquée dans la plupart des pays. C'est l'attribution de pensions, de subventions, d'aides financières au Kenya, dans tous les ménages où il y a des enfants vulnérables. Les enfants vulnérables, c'est ce qu'on appelle les OVC, Orphan Vulnerable Children, c'est-à-dire des orphelins, d'un seul parent, des handicapés, des enfants qui sont dans des situations de pauvreté. Et là, il y a cette idée de distribuer de l'argent directement par les téléphones. C'est la monétique. Et donc le problème, bien sûr, essentiel, c'est de savoir si cet argent sera bien redistribué vers les enfants. Et donc il y a toute une réflexion sur la prise en charge par les familles de cette aide publique. Donc il y a des changements qui sont en cours, favorables, ou disons qui trouvent des solutions, qui trouvent des réponses techniques à un problème général.
Il y a aussi un phénomène qui est général, c'est la montée en puissance dans les sociétés en Afrique de l'Est, ce qu'on appelle les ONG, la société civile, les médias, qui effectivement entretiennent ces actions, cette protection sociale, mais aussi ces actions collectives. Donc la situation que l'on a dépeint d'une façon un petit peu catastrophique au départ, et qui effectivement est une situation bien réelle, que l'on a nuancée tout en montrant qu'il y avait des aspects qui étaient ignorés, cette situation évolue considérablement, mais elle évolue différemment selon les pays. Et on peut avoir une situation où se côtoient encore des enfants orléliens et des enfants qui, soit issus des classes moyennes, soit issus des classes populaires, sont de plus en plus l'objet d'attention. De plus en plus, on voit, quand on traverse ces pays, des jouets pour enfants, des objets qui sont associés à l'enfance, des consommations qui sont associées à l'enfance. Donc tout ceci est un élément qui nous pousse à être optimistes, tout en sachant, et c'est souvent le cas de la région des Grands Lacs, que dans certains espaces sous-régionaux, la prégnance des conflits politiques, la prégnance des conflits armés fait que le risque, tel qu'il est apparu dans les années 90, de violence de masse contre les enfants, ce risque peut, tout compte fait, réapparaître parce qu'il n'est pas effacé. Voilà, on vous remercie et si vous avez des questions, je pense qu'on nous laisse 10 minutes pour le faire et on sera tout heureux de participer ou d'écouter vos remarques.